On va voir comment se servir de ce tableau sur lequel sont résumés certains tests. Il n'y a pas tous les tests qu'on va voir dans l'année, puisqu'il y en a beaucoup, donc on en verra d'autres en cours d'année. Ça continue un peu là. Donc la première chose à savoir quand vous serez face à un exercice, c'est dans quelle case de ce tableau vous vous trouvez. Et pour savoir ça, il faut regarder qu'est-ce que vous comparez. Est-ce que vous comparez une moyenne à une référence, ou est-ce que vous comparez deux moyennes entre elles, par exemple, ici, ou est-ce que vous comparez deux variances ou deux proportions, auquel cas vous êtes dans ces cases-là. Alors, tous ces tests, ils ont un déroulé qui est le même, donc on va voir ça, et puis après on en regardera deux plus en détail avec des exercices. Alors pour le déroulé, on va se baser sur le test Z ici, qui est celui qu'on a utilisé dans la vidéo d'introduction, quand on compare une moyenne à une référence. Alors la première chose à faire, c'est de regarder les conditions de validité. Alors ça, je ne l'ai pas fait dans la vidéo précédente pour ne pas surcharger l'explication, mais il aurait fallu vérifier avant de faire le test, pour qu'on ait le droit de faire le test, que n, la taille de l'échantillon, était supérieure à 30. C'était le cas dans la vidéo, c'était un échantillon de 50, donc voilà, ça c'est juste une petite vérification. Ensuite, il faut calculer un certain paramètre, qui s'appelle ici z, parce qu'on est dans un test z, par exemple ici dans le test t, il s'appellera t, et donc à chaque fois il y a une formule à connaître par cœur qu'il faut appliquer. Une fois qu'on a calculé notre z, là en l'occurrence, il faut le comparer à un certain paramètre lu dans une table. Et là je vous précise à chaque fois quelle table c'est. Ici c'est la table 1, quand on fait un test t, ce sera la table 4, donc bon, ça il faudra voir à chaque fois. Et dernière étape, on conclut. Et là, ça dépend, est-ce qu'on est en bilatéral ou en unilatéral? Et ce qui va changer, en fait, c'est le z qu'on a calculé, est-ce qu'on le compare plutôt à un z alpha, ça ce sera en bilatéral, ou si on est en unilatéral, on le comparera plutôt à un z2 alpha, ou moins z2 alpha si on a un z négatif. Donc vous voyez, ici, là, on nous dit, il faut comparer z à z alpha, c'est-à-dire, c'est générique ce z alpha, mais en fait ça peut être un z alpha ou un z2 alpha. Je vais vous dire encore un dernier petit point par rapport à ce tn-1, là, dans le test t, là on doit comparer à un tn-1 alpha. Alors, je vais écrire ça là, t indice n-1 alpha. Ce n-1, on l'appelle le nombre de degrés de liberté, qu'on note ddl, et alpha c'est toujours la même chose. Alors vous voyez, là on est dans la table 4, alors comment on lit ça dans la table 4? Et ben voilà, je vous ai mis un exemple en rouge là. Par exemple, le n, c'est la même que le n de la taille de l'échantillon. Donc si on a un n égal à 15, et qu'on doit calculer tn-1 alpha, ça veut dire que n-1 vaut 14, alpha, là j'ai pris l'exemple où c'était 5%, donc on vient le lire ici, et donc on a notre paramètre tn-1 alpha qui vaut 2,145. Alors on va faire tout de suite cet exercice, vous pouvez faire pause et réfléchir. Ok, donc dans cet exercice, il y a deux groupes, qu'on va noter groupe A, dans lequel il y a un nombre NA d'individus qui est de 60, et ce qu'on peut calculer, c'est la proportion de gens qui ont eu des migraines ici. Donc ça, c'est à voir que là, ce qu'on peut calculer, c'est une proportion. Et puis, il y a le groupe B, avec 80 sujets, et il y a une proportion B qui fait 0,15. Donc la question c'est, le nouveau traitement, l'efficacité du nouveau traitement est-elle supérieure? Eh bien, l'efficacité du nouveau traitement sera supérieure si PA, la proportion de gens qui ont eu des migraines, est inférieure à la proportion de gens qui ont eu des migraines avec l'ancien traitement. Alors là, on voit aussi quelque chose d'assez subtil, c'est pour la notion de test unilatéral ou bilatéral. Ça va pas nous être précisé de façon très claire, en fait, dans les énoncés, il faudra un peu lire entre les lignes. Là, on nous dit le nouveau traitement, l'efficacité du nouveau traitement est-elle supérieure? Et ça nous indique qu'on est en unilatéral. Parce que là, on va faire l'hypothèse nulle, qui sera que, en fait, les proportions ne sont pas différentes. C'est toujours ça, l'hypothèse nulle. Alors vous voyez que là, j'ai noté PA et PB, les proportions de l'échantillon, des échantillons qu'on a, et là je note PA et PB, qui sont les proportions vraies qu'on ne connaîtra jamais, et pour lesquelles on fait ce test. Et là, l'hypothèse alternative, ça va être de dire
que l'efficacité du traitement A est supérieure, et donc que la proportion de gens migraineux avec le traitement A est inférieure. Donc là, on n'a pas juste un truc, est-ce que c'est égal ou différent, mais est-ce que c'est égal ou inférieur. Donc on est en unilatéral. Voilà pour l'analyse de l'énoncé. Alors maintenant, on va reprendre notre tableau. On veut comparer deux proportions. On est là. Donc, on reprend notre déroulé. Les conditions de validité, là, il faut que NA-PA, NA1-PA, NB-PB et NB1-PB soient tous supérieurs à 5. Alors, on calcule tout ça. Voilà, on les a tous calculés, alors je vous ai passé le détail des calculs, on voit qu'ils sont tous supérieurs à 5, donc on a le droit d'utiliser notre test. Étape suivante, il faut calculer ce paramètre z. Alors vous voyez qu'on a une formule assez sympathique, et dans la formule, il y a des PC et des QC qu'on connaît pas, nous on connaît PA, on connaît PB, on connaît NA, on connaît... Ah tiens, c'est NB... Oh, encore une erreur. Ouais, là c'est NB. Donc, il faut d'abord calculer PC et QC avec ces formules-là, et QC c'est 1 moins PC, donc on va déjà faire ça. Et ensuite, on peut calculer notre paramètre z. La formule, c'est ça. Et on trouve un paramètre de test statistique égal à moins 0,51. Alors on retourne à notre tableau, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on est dans le cas de la comparaison. Donc il faut le comparer à un Z alpha à lui dans la table 1, donc on va aller voir la table 1. Mais là, il faut voir, est-ce qu'on est en bilatéral ou en unilatéral? Alors on avait dit, on est en unilatéral, et donc nous on a PA qui est inférieur à PB, on est dans ce cas-là, donc il faut comparer en fait Z à moins Z2 alpha. Alors, dans notre énoncé, on nous dit que le risque c'est 5%, donc alpha vaut 5%, 0,05, donc 2 alpha c'est 0,10. On va sur la table 1, on lit notre alpha égale à 0,10, donc on est là et là, et ça nous fait un alpha égal à 1,64. Donc il faut qu'on compare ça à moins 1,64, et donc là, moins 0,51, c'est supérieur à moins 1,64. Donc la différence en fait entre PA et PB est trop petite, et donc on ne conclut pas H1, on conclut, enfin on reste plutôt avec H0, on admet H0. Voilà. On va passer maintenant à cet exercice, qui est une question d'anal de 2011. Alors faites pause, essayez de voir, donc comme d'habitude, ce qui est en jaune, là, on n'en tient pas compte. Alors là, déjà, on peut voir qu'on nous dit juste qu'on souhaite comparer les variances, on ne nous demande pas est-ce que SB carré est-elle supérieure à, enfin, la variance de B au carré est-elle supérieure à la variance dans le groupe A au carré, donc on est là plutôt en bilatéral. Donc on va déjà pouvoir réécrire nos deux hypothèses. Voilà, nos deux hypothèses, c'est que les variances vraies dans les populations sont égales ou différentes. Et ensuite, on va se mettre dans la case ici du tableau, on est avec une comparaison de deux variances, donc déjà on regarde les conditions de validité. Alors ça, là, ça veut dire que la première variable aléatoire du groupe A suit une loi normale, et celle du groupe B aussi. Alors, est-ce que notre énoncé nous précise ça? Non, l'énoncé ne nous précise rien par rapport à ça. Par contre, vous avez dans la question 5, on dit il faut faire l'hypothèse préalable que la variable suit une loi normale. Alors ils auraient même pu mettre les variables, parce qu'il y en a deux, là, il y a un groupe A et un groupe B, et donc ça, la question 5, on voit qu'elle est juste. Donc vous voyez, ça c'est une question de cours, donc on a déjà ça. Ensuite, si on continue notre déroulé, il faut calculer f. F, c'est SA carré sur SB carré, mais attention, avec un, on met toujours la variance la plus grande en haut, SA carré supérieur à SB carré.
Donc nous, en fait, si on reprend notre exercice, la plus grande des deux, c'est pas SA carré, mais c'est SB carré. Donc on va calculer SB carré sur SA carré. Ce sera notre paramètre F. Et maintenant, il faut comparer F à un certain F, indice NB-1 puissance NA-1, lui dans les tables 6 à 9. Alors qu'est-ce que c'est ça? Là, à nouveau, vous avez une histoire de degré de liberté. Donc je vous le remets, F, NA-1. Donc ces deux trucs-là, c'est les degrés de liberté. Où NA, c'est l'effectif du groupe A, et NB, c'est l'effectif du groupe B. Mais attention, à nouveau, là, l'ordre dans lequel on met les deux, ça dépend de quelle était la variance la plus grande. Est-ce que c'était SA carré ou SB carré? Donc nous, dans notre exercice, en fait, on va regarder F de NB-1 et NA-1. Alors le tableau nous disait qu'il fallait regarder dans les tables 6 à 9, alors on y va. Alors, vous voyez que dans les tables 6 et 7, en fait, ce qui change, c'est que là, ça va être un risque de 5%. 6 et 7, voilà. Alors que dans les tables 8 et 9, on va avoir un risque de 2,5%. Donc déjà, là, ça vous indique que quand on fait ce type d'exercice, on ne peut pas vous demander un alpha égal à 0,1 par exemple. On n'a que des tas pour 5% et 2,5%. Et ce qui va changer, en fait, c'est que si on est en bilatéral ou en unilatéral. Si on est en unilatéral et qu'on nous dit que alpha vaut 5%, on met tout d'un seul côté et donc on a effectivement 5%. Mais si on est en bilatéral, comme dans notre exemple, eh bien, on se retrouve avec 2,5% de chaque côté. Donc on ira dans les tables 8 et 9. Ça, c'est pour le bilatéral. Et ensuite, comment ça marche? Eh bien, vous voyez que là, vous avez les degrés de liberté, les deux degrés de liberté concernés. Alors, nous, il faut qu'on prenne des degrés de liberté égales à... Alors, NB-1, ça vaut donc, dans le groupe B, il y a 13, donc ça vaut 12, et dans le groupe A, c'est 10. Hein, ça, 10, donc là, ça fait 9. Donc déjà, là, vous voyez qu'on peut aussi répondre aux questions 2 et 3, où on dit le nombre de degrés de liberté est égal à 4, donc ça c'est faux, déjà il y a 2 degrés de liberté, il n'y en a pas qu'un seul. Et la question 3, on nous dit c'est 10 et 13, et ben non, c'est 12 et 9, il faut faire moins 1. Donc les propositions 2 et 3 sont fausses. Et donc on va lire notre F 12, 9. Alors comment on le lit? F12,9, donc vous voyez là, IA c'est censé être le plus grand, donc même si chez nous c'est IB, toujours pour les mêmes raisons, donc on va lire ici. Ça, en fait c'est la continuité l'autre, hein, c'est pour les valeurs, voilà, là, pour les grandes valeurs du premier degré de liberté. Donc on a 12 et 9, et on obtient un F 12,9 qui vaut 3,87. Là, ça fait 3,87. Donc notre F qui vaut 1,29 est inférieur à 3,87. Et donc, là on nous dit qu'on reste avec H0, à nouveau la différence est trop petite, donc on conclut à une absence de différence. Pardon. Donc on conclut H0. Et donc là, la proposition nous dit on rejette H0, donc c'est faux, on accepte H0. Et donc finalement, il n'y a que la question 5 qui est vraie, donc si on regarde les propositions, il n'y a que ça qui colle, sinon il y aurait la A, mais comme la 1 est fausse, on sait que c'est ça. Et voilà pour cette vidéo.